ma mère m'a envoyé un texto la veille de ma crémaillère. On ne viendra pas. Ta sœur vient de déménager, elle aussi. Pas d'appel, pas d'excuses, juste des pixels sur un écran lumineux tranchant l'obscurité. Alors, j'ai souri, j'ai soufflé les bougies que j'avais allumées pour eux, et j'ai verrouillé la porte sur un dîner qui se déroulerait sans eux. Une semaine plus tard, alors que les caméras tournaient dans ma nouvelle villa pour Maison et Charme, le même téléphone n'arrêtait pas de vibrer, les appels manquaient s'empilant comme des marées. Et croyez-moi, cette émission n'était que la première vague. Avant de vous raconter la suite, dites-moi, avez-vous déjà été discrètement effacé par votre propre famille? Quand j'avais 8 ans, le matin de Noël commençait toujours avec le bruit des talons de ma mère sur le carrelage et l'odeur des brioches à la cannelle. Sophie, ma sœur cadette, était déjà assise près du sapin, des rubans emmêlés dans ses cheveux, souriant comme si le soleil lui-même l'avait choisi en premier. « Ouvre le tien, ma chérie », disait maman, en tendant à Sophie une grande boîte enveloppée de papier doré. J'attendais le mien, un plus petit mis de côté. À l'intérieur, chaque année, quelque chose de pratique. Des chaussettes, un carnet. Tu aimes noter des choses, me rappelait-elle, comme si c'était un cadeau d'être prévisible. Quand j'avais 10 ans, Sophie a dansé sur scène au festival de printemps. Robe blanche, ruban rose. La foule applaudissait comme si elle avait inventé la joie. Papa l'a soulevée dans les airs et a dit « C'est ma fille ». Une semaine plus tard, je suis rentré à la maison avec le premier prix du concours scientifique départemental, pour une voiture solaire que j'avais construite avec des morceaux de bois et de papier d'aluminium. Je me souviens le lui avoir tendu, attendant la même lueur dans ses yeux. « C'est bien », a-t-il dit. « Ne reste juste pas debout si tard la prochaine fois. » Puis il s'est retourné vers la télévision. À 12 ans, j'avais appris que le silence était plus sûr. Quand Sophie a rejoint l'équipe de cheerleading, il y a eu des ballons, des dîners et de nouvelles chaussures pour sa saison. Quand j'ai réussi le concours d'entrée de l'École nationale d'ingénieurs, maman a juste dit « N'oublie pas d'aider Sophie avec son projet d'anglais plus tard ». Ce n'était jamais de la cruauté, juste de l'absence, un oubli constant qui s'accumulait comme la poussière sur une étagère. J'ai trouvé ma place dans le vieil abri derrière notre maison, où l'odeur de cèdre et de rouille emplissait l'air. Je m'asseyais par terre, ponçant de vieilles planches jusqu'à ce que mes bras soient endoloris. Un après-midi d'été, j'ai construit une petite table. Des pieds inégaux, des bords bruts, mais elle tenait debout. J'ai passé ma main sur le bois et j'ai pensé, ceci est à moi. C'était la première chose dans ma vie dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite. Cette table m'a suivi dans tous mes déménagements par la suite. Quand je suis parti à l'université avec une bourse, j'ai laissé derrière moi les photos de famille sur le mur, mais j'ai pris cette table. Je l'ai restaurée, j'ai porté son poids sur 3 étages jusqu'à ma chambre d'étudiante. Elle est devenue mon bureau, puis ma surface de dessin, puis le premier prototype de chaque design que j'allais créer. Maman aimait dire que Sophie était le cœur de la famille. Peut-être qu'elle l'était, mais j'étais la structure, les poutres que personne ne remarquait jusqu'à ce qu'elles se fissurent. C'est l'année où j'ai arrêté de demander de la reconnaissance et où j'ai commencé à la construire à la place. Le message est arrivé un jeudi après-midi alors que je finalisais les bons de livraison pour la villa. La mer au dehors était agitée. Le ciel était partagé entre l'argent et le bleu. Mon téléphone a vibré une fois, juste une petite vibration contre le comptoir en pierre. On ne viendra pas à ta crémaillère. Ta sœur vient de déménager, elle aussi. Pas de salutation, pas de point d'interrogation, juste ça. Pendant une longue seconde, j'ai fixé le texto. Le reflet des mots scintillait sur la vitre de la fenêtre. Mon pouce a plané au-dessus du clavier, puis s'est posé sur 2 mots. Ce n'est pas grave. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai posé le téléphone face contre table. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruit de l'océan. Je pouvais sentir l'huile de cèdre et la peinture, vestige de tout ce que j'avais construit seul. De l'autre côté de la pièce, la longue table à manger que j'avais conçue pour la soirée captait la lumière tardive, sa surface polie s'étirant vers la mer. 15 chaises, à égale distance les unes des autres. Pas de place d'honneur. Quelque part au fond de moi, quelque chose a changé. Pas le genre de douleur qui demande la pitié, le genre qui décide qu'elle a fini d'attendre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, mes doigts traçant le verre froid. Mon reflet se superposait à l'horizon, petit mais stable. Je n'étais pas en colère. J'étais éveillé. J'ai complètement éteint mon téléphone, je l'ai glissé dans un tiroir à côté d'un dossier intitulé « Liste d'invités ».
Puis j'ai ouvert mon carnet, celui avec la couverture en cuir que je transportais depuis l'université, et j'ai tracé une ligne au centre d'une page blanche. D'un côté, j'ai écrit « ceux qui avaient toujours une place ». De l'autre, ceux qui n'en avaient jamais. La liste s'est remplie plus vite que prévu. Des cousins oubliés lors des fêtes. Des amis qui avaient mangé seuls lors d'événements familiaux. Ma grand-mère, à qui on avait dit qu'elle parlerait trop pendant le dîner. J'ai souligné chaque nom lentement, le stylo creusant des sillons dans le papier. Quand j'ai eu fini, j'ai de nouveau regardé vers l'océan. L'horizon brillait d'un or pâle, une fine ligne entre le jour et la nuit. J'ai fermé le carnet. Cette fois, je n'attendais pas d'être invité. Je mettais la table moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le grand salon avec les fenêtres ouvertes, le vent de l'Atlantique s'engouffrant entre les poutres de cèdre. Chaque son, les vagues, les charnières, le craquement du bois me semblait être une instruction. Si ma famille pouvait m'effacer avec un texto, je réécrirais l'espace lui-même. Non pas pour prouver que je comptais, mais pour construire ce qu'ils n'avaient jamais fait. L'inclusion. J'ai commencé par le plan. À 2 heures du matin, j'ai déroulé du papier calque sur la table à manger et j'ai dessiné le plan d'une seule nuit. Les lignes, les anglais, les sources de lumière étaient cartographiées comme un projet d'architecture. En haut, j'ai écrit au crayon « Tout le monde a une place ». À l'aube, la page était couverte de notes, noms d'invités, mesures, éclairage, température, placement de la table. J'ai marqué l'emplacement de chaque chaise, m'assurant que personne n'aurait le dos tourné à l'océan. Des lignes de vue égales, une lumière égale. J'ai dessiné le déroulement de la soirée comme un plan d'étage pour l'appartenance. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et envoyé des messages. Court, direct. Dîner ce samedi, chez moi sur la côte. Venez affamés. Puis j'ai commencé à appeler les gens de la liste, Elodie, mon ami d'université qui n'avait jamais personne qui l'attendait à l'aéroport, Léo, mon cousin, qui avait été exclu de la dernière réunion de famille, tante Marianne, qui mangeait dans la cuisine pendant les fêtes parce qu'elle parlait trop fort. Leur voix traduisait d'abord l'incrédulité, puis la chaleur. « Tu organises quelque chose ?» demandait-il. « Il est temps » disais-je. À midi, je posais déjà les fondations. La villa était de nouveau animée par le mouvement, le bourdonnement des livraisons, l'odeur de sel et de cire à bois. Je me déplaçais méthodiquement, presse-papier à la main, cochant des cases comme si c'était un chantier de construction. Linge de table, 15 couverts, crème et gris. Bougies, non parfumées. Assiettes, identiques. Aucune hiérarchie dans le motif ou la taille. À la quincaillerie de la ville, j'ai acheté de la ficelle pour suspendre des ampoules, des pinces de qualité marine et un rouleau de tissu imperméable. Quand le vendeur m'a demandé si j'organisais une fête, j'ai dit doucement, quelque chose comme ça. Il a souri, ne sachant pas qu'il me tendait les matériaux pour une petite révolution. De retour à la villa, je passais d'une tâche à l'autre avec précision, je vérifiais la liste des paiements pour le traiteur, je signais les factures pour les fleurs, je mesurais l'emplacement de chaque bougie sur la ligne centrale de la table. Même lorsque la tension me serrait les côtes, mes mains restaient stables. Chaque fois que la colère montait, je revenais à ma vieille habitude, toucher le bord de la table, sentir le grain du bois jusqu'à ce qu'il manque. Hélène, la chef locale, est arrivée ce soir-là. Une femme d'une 50aine d'années avec des mains sûres et une voix calme, elle a demandé en déballant les ingrédients, quel genre de dîner est-ce ? J'ai fait une pause, regardant la mer virer au gris derrière elle. C'est une table pour les gens qui ont cessé d'être invités. Elle a souri faiblement, comme si elle comprenait quelque chose de plus profond que ce que j'avais dit à voix haute. Les 2 jours suivants se sont déroulés comme une chorégraphie. Des lumières suspendues assez bas pour créer une ambiance chaleureuse. Des fleurs sauvages cueillies sur les falaises. Un léger mélange d'eucalyptus et de lavande flottait dans le couloir. J'ai laissé des cartes manuscrites à chaque place, chacune simple, vous avez votre place ici. Le vendredi soir, alors que je vérifiais les panneaux de verre pour les fuites de vent, l'équipe de Maison et Charme est arrivée plus tôt que prévu. Ils avaient filmé la villa des mois auparavant, et le producteur m'avait envoyé un texto pour dire qu'il voulait un dernier plan d'illustration de l'espace terminé. J'ai dit oui sans réfléchir. Cela semblait juste. La maison était née dans le silence. Elle devait être vue de cette façon aussi. Ils ont filmé en silence, les caméras flottant à travers la lumière dorée. Pas de dialogue, juste le bruit de l'océan et le cliquetis de la vaisselle qu'on place.
J'ai continué à travailler pendant qu'il filmait, resserrant des fixations, ajustant des chaises, époussetant le comptoir en pierre. L'un des caméramens a murmuré, « Vous vous déplacez comme si vous l'aviez construite. » Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas tort. À minuit, tout était prêt. Le grand salon brillait d'une douce lumière ambrée. La table en chêne s'étendait parallèlement à la mer, le linge lisse, les couverts étincelants, les bougies éteintes. Je me tenais à une extrémité, l'air froid sur ma peau. Pendant un instant, je l'ai vu comme il la verrait, un espace rendu égal. Pas de place d'honneur, pas de conversation futile qui blesse, pas de comparaison, juste des chaises qui attendent. J'ai fait le tour de la table, mes doigts effleurant chacune d'elles. 15 contacts, petits, délibérés. C'était le même rythme que j'utilisais pour inspecter la solidité des poutres. Tapoter, appuyer, passer à la suite. Le son de ma propre respiration résonnait contre le verre. Quand j'ai atteint la dernière chaise, je me suis arrêté. Dehors, les vagues frappaient les falaises plus fort, comme si elles répétaient la bande-son de ce qui allait arriver. J'ai vérifié ma liste une dernière fois. Invité confirmé, livraison réglée, paiement enregistré, chaque détail équilibré, chaque tâche accomplie. Le soir suivant, les premiers phares ont serpenté sur la colline. À travers le verre, j'ai vu des silhouettes sortir des voitures. Les enfants d'Élodie courant vers la porte. Tante Marianne serrant une tarte enveloppée dans une serviette. Leur rire se propageait par-dessus le bruit de la mer. À l'intérieur, j'ai allumé les bougies une par une. Les flammes vacillaient doucement, se reflétant dans le mur de verre jusqu'à ce qu'il semble que tout l'horizon soit vivant de lumière. La table attendait, large et uniforme. L'odeur de thym et de saumon rôti emplissait l'air. Quand le dernier invité est arrivé, j'ai fermé la porte derrière eux. Le bourdonnement de la conversation s'éleva, doux, hésitant, puis assuré. J'ai pris ma place à mi-chemin de la table, pas au bout. Pas de toast, pas de discours, juste le rythme lent des fourchettes contre les assiettes et la chaleur des voix qui, autrefois, n'avaient nulle part où aller. Depuis la terrasse, la mer était noire et infinie. À l'intérieur, la villa pulsait d'une vie tranquille. Pour la première fois, elle semblait complète. Non pas parce que ma famille manquait, mais parce que chaque chaise était enfin occupée. L'épisode de Maison et Charme a été diffusé la semaine suivante. Je n'avais pas prévu de le regarder, mais ce soir-là, la villa était de nouveau pleine. Élodie, Léo, tante Marianne, même grand-mère. Quelqu'un a projeté l'émission sur un drap blanc le long de la terrasse, la mer murmurant en contrebas. Le plan d'ouverture a balayé la falaise, la caméra s'élevant vers la maison. Ma maison. La lumière se déversant à travers le verre comme de l'eau dorée. Le narrateur parlait par-dessus les vagues. Quand la designer Camille Dubois a construit sa villa en bord de mer, elle voulait créer un espace où tout le monde aurait une place à la même table. J'ai entendu ma propre voix, enregistrée des mois plus tôt. Calme, détachée. L'équité n'est pas décorative. Elle est structurelle. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le seul son était le vent qui frôlait la balustrade. Puis Élodie a expiré un son entre la fierté et l'incrédulité. « Tu as dit ça ?» a-t-elle murmuré. « Tu as vraiment dit ça ?» J'ai souri faiblement, les yeux toujours rivés sur l'écran. Oui. L'épisode alternait entre des plans de drone et des gros plans, mes mains alignant les couverts, la lumière du soleil traversant les poutres de cèdre, Hélène remuant une chaudrée. Puis, la table. La longue surface en chêne s'étirant vers l'horizon, les bougies vacillant comme de petits battements de cœur réguliers. Quand le générique de fin est apparu, des applaudissements ont rempli la terrasse. Je me suis penché en arrière, respirant l'air salin, pensant que c'était enfin terminé. C'est alors que mon téléphone a commencé à vibrer une fois, puis une autre, puis sans arrêt. L'écran s'est allumé encore et encore. Maman, papa, Sophie. Je l'ai laissé sonner. Élodie l'a remarqué. Tu ne vas pas répondre, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit doucement. Pas encore. Le lendemain matin, il y avait plus de 30 appels manqués, suivis de textos, on a vu l'émission. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout le monde en parle. Puis, tu nous as mis dans l'embarras. Et enfin, rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert mon carnet à la place, j'ai coché la dernière case de la liste. Dîner terminé. La table était vide maintenant, mais les bougies sentaient encore faiblement le sel et les agrumes.
À midi, grand-mère a appelé. Ils vont essayer de réécrire l'histoire, m'a-t-elle averti doucement. Ils diront qu'ils ont été mal compris. Je sais. Alors ne discute pas, a-t-elle dit. Laisse simplement la vérité à découvert. Elle est plus forte là. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Maman. J'ai répondu cette fois, je l'ai mis sur haut-parleur, le son remplissant la même cuisine qu'ils avaient ignorée pendant des années. Grand-mère était assise à côté de moi, une tasse de thé à la main. Camille, commença maman, son ton faussement doux. Nous avons regardé ton épisode. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Ils ont donné l'impression que nous t'avions exclu. Ce n'est pas vrai. Nous juste. Ta sœur déménageait ce week-end-là. Tu sais à quel point on est occupé. J'ai regardé la mer à travers le mur de verre, sa surface scintillant de lumière. Vous m'avez exclu avec vos propres mots, maman. J'ai encore le texto. Silence. Puis le changement familier, l'intonation défensive, la rationalité bien rodée. Tu réagis de manière excessive encore une fois. Nous t'avons toujours soutenu. Nous ne pensions juste pas que tu voudrais faire tout un spectacle pour une crémaillère. Tu as toujours été si discrète. La voix de grand-mère a tranché, stable et mesurée. Martine, arrête. Je te regarde faire ça depuis qu'elle est enfant. Détournant toujours la lumière d'elle. Mère, ce n'est pas le moment. C'est le seul moment, a dit grand-mère. Chaque Noël, chaque anniversaire, tu as construit toute la maison autour du confort de Sophie. Tu te disais que c'était de l'équité. Ce n'était pas le cas. C'était du favoritisme. Le souffle de maman s'est coupé. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, a dit grand-mère doucement. Et maintenant, toute la ville l'a vu pour ce que c'est. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan, marmonnant quelque chose sur le drame et le besoin d'attention. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le poids du silence était enfin à eux de le porter. Quand l'appel s'est terminé, grand-mère m'a regardé par-dessus sa tasse de thé. Tu n'avais pas besoin de gagner, a-t-elle dit. Tu avais juste besoin d'arrêter de le porter. Dehors, des mouettes tournoyaient autour des falaises, leurs cris aigus se détachant sur le son régulier des vagues. La villa se tenait en pleine lumière, ses murs de verre reflétant l'horizon. Pour la première fois, la justice ne ressemblait pas à un triomphe. Elle ressemblait à un équilibre. 2 jours plus tard, la maison était de nouveau calme. Les chaises étaient encore rapprochées du dîner, le linge légèrement froissé, l'air portant encore l'odeur de sel et de citron. J'ai marché pieds nus dans le grand salon, chaque pas résonnant contre le verre. La mer au dehors s'était calmée grise, stable, indifférente à tout ce qui s'était passé. Mon téléphone était posé sur le comptoir, face contre table. Je ne l'avais pas allumé depuis cet appel. À la place, j'ai ouvert les portes de la terrasse et laissé le vent traverser la maison, emportant la lourdeur qui y avait vécu trop longtemps. Pendant des années, j'avais construit des espaces pour que les autres s'y sentent à leur place. Maintenant, je comprenais que j'avais construit vers ce silence depuis le début. Ce soir-là, je n'ai invité que 3 personnes à revenir, mes parents et Sophie. Pas de caméra, pas d'invités, pas de table pour 15, juste une petite près de la cheminée, la vieille table en cèdre de l'abri de mon enfance. Sa surface portait encore de légères cicatrices de la première fois où je l'avais poncée, enfant. J'ai mis 4 assiettes, versé du vin et attendu. Quand ils sont arrivés, ils semblaient plus petits, d'une certaine manière, le bruit de l'océan pesant derrière eux. Ma mère a passé ses doigts sur le bord d'une chaise. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. Différent de ce que j'imaginais. C'est chez moi, ai-je dit simplement. Le dîner fut silencieux. Le feu crépitait. Mon père a complimenté la nourriture. Sophie a regardé la table, sa voix enfin douce. Je ne savais pas, a-t-elle dit, que ça faisait si mal. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas comment le dire. Personne ne s'est excusé. Personne n'en a eu besoin. Le silence entre nous n'était plus la guerre. C'était de l'espace. Ma mère a expiré, lentement et sans défense. Tu as bien fait, Cam. Vraiment bien. Ce n'était pas la rédemption. C'était la reconnaissance. Et c'était suffisant. Après leur départ, je suis resté près du feu jusqu'à ce que les braises s'éteignent.
Les vagues au dehors gardaient leur rythme, le même que j'avais entendu toute ma vie. Seulement maintenant, cela ne sonnait pas comme la distance. Cela sonnait comme un retour. Je suis sorti sur la terrasse, l'air nocturne frais sur ma peau. En bas, la mer respirait à un rythme lent, infini et sûr. J'ai posé ma main sur la vieille table en cèdre, traçant son bord usé. Pendant des années, j'ai attendu que leur chaise se libère. Maintenant, je construis la table entière moi-même. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, cette histoire était pour vous. Le silence de Camille n'était pas de la faiblesse. C'était de la conception, de la structure, du contrôle. Parfois, s'éloigner n'est pas perdre, c'est reconstruire selon ses propres termes. Si ce moment où elle a fermé la porte et choisi la paix plutôt que la permission vous a marqué, dites-le moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû établir une limite si nette qu'elle a tout changé? Je lis chaque histoire que vous partagez, c'est ainsi que cette communauté reste authentique. Et si vous voulez plus d'histoires où la justice parle en silence, abonnez-vous. Il y a toujours une autre vengeance silencieuse qui attend.